Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour terminer la revue de ce livre, Le conflit n'est pas une agression, écrit par Sarah Schulman. J'ai commencé à résumer ce livre dans 2 vidéos que j'ai postées ces dernières semaines. Donc ces vidéos, tu les trouveras dans la description et je t'invite vivement à les regarder pour comprendre celle d'aujourd'hui, si le propos de ce bouquin t'intéresse. Ça a été super difficile à résumer parce qu'il est très dense, il y a énormément de sujets abordés au sein d'un même chapitre. Enfin bref, c'est vraiment un enfer pour la synthèse. Mais voilà, j'aurais fait de mon mieux. Aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à la dernière partie et à la conclusion du livre, sachant que j'ai dû sauter certains chapitres entièrement parce que sinon bah voilà, on va se retrouver à faire 10 vidéos pour résumer un seul livre, c'est pas possible. Malheureusement sur YouTube et sur internet en général, c'est pas le travail qui demande le plus de temps qui est le mieux rémunéré. Les vidéos que je fais à propos de ce bouquin et plus généralement à propos des bouquins que je résume sont les vidéos qui me demandent le plus d'énergie et le plus de temps de travail et sont souvent les moins regardées, voire celles qui sont le plus démonétisées. Donc si tu aimes mon travail de manière générale et que tu veux le soutenir, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma plateforme Tipeee. C'est une plateforme de dons et de soutien communautaire, donc si tu le veux et si tu le peux, tu peux me faire un petit don, ne serait-ce que de 50 centimes ou 1 euro. C'est peut-être pas grand chose pour toi, mais pour moi ça fait la différence au quotidien grâce à toutes ces différentes personnes qui participent au fait que cette chaîne reste le plus indépendante possible et que je puisse continuer à produire ce type de vidéos. Merci en tout cas si tu l'as déjà fait ou si tu comptes le faire. On va commencer sans plus tarder dans le résumé du livre. Aujourd'hui, on va parler notamment du concept d'escalade. Pour rappel, tout le propos du livre, c'est de savoir différencier un conflit d'une agression. Parce que Sarah Schulman, elle explique en gros qu'un des gros problèmes de notre société et probablement une des origines de la violence, c'est le fait que les personnes ont tendance à interpréter des situations conflictuelles comme étant des situations d'agression. Et à travers cette interprétation biaisée de la réalité, on justifie l'exercice des pires violences. Et dans les premiers chapitres, elle expliquait justement le lien entre la violence systémique, politique, sociale, avec la violence interpersonnelle, la violence vécue dans la famille, dans l'enfance, etc. Enfin bref, je te laisserai regarder les vidéos si ça t'intéresse. Elle explique que justement, il y a un processus par lequel on va passer dans l'interprétation des situations, et ce processus s'appelle l'escalade. Qu'est-ce que c'est l'escalade? Comment en fait on peut définir et identifier ce processus qui permet justement de faire le saut entre conflit et agression? Et ben Sarah Schulman propose de le percevoir comme un genre d'écran de fumée sur lequel on va projeter un tas de choses pour justement se déresponsabiliser de la situation. C'est-à-dire que moi je suis là dans une situation de conflit et plutôt que de gérer ma situation conflictuelle en faisant preuve de responsabilité personnelle, en faisant une prise en charge mutuelle du problème avec la personne avec laquelle je suis en conflit, plutôt que de reconnaître cette situation de conflit et l'inconfort que ça me génère, eh ben, je vais projeter sur cette situation un tas de croyances, un tas de pensées qu'elle va qualifier de pensée dysfonctionnelle pour justement transformer cette situation de conflit en situation d'agression et justifier ma position de victime. Ça va notamment passer par le fait de commencer à faire des accusations contre la personne avec qui on est en conflit, qui souvent, ces accusations n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet du conflit de base. Je vais te donner un exemple tiré de ma propre expérience personnelle pour que ce soit plus clair et qu'on ait du coup du concret. J'ai expliqué dans de précédentes vidéos, que je te mettrai aussi dans la description, que j'ai vécu de la maltraitance au sein de ma famille pendant de nombreuses années, notamment de la part de mon père. Et une des activités favorites de ce dernier, c'était de trouver justement n'importe quel prétexte pour se poser en victime et m'ériger en statut d'agresseuse dans des situations qui étaient absolument banales du quotidien et qui ne méritaient absolument pas qu'on me dresse, qu'on fasse un portrait de moi comme étant celle d'une agresseuse alors que c'était ridicule les raisons de pourquoi on se disputait. Par exemple, chaque semaine, on devait aller chez lui, moi et ma sœur, pour aller manger le soir avec notre père tout simplement, et on avait une heure à laquelle on était censé arriver. Et pour peu qu'on arrive ne serait-ce que 5 minutes en retard chez lui, ça créait une situation conflictuelle dans laquelle du coup on se disputait, on commençait à se en prendre plein la gueule, et donc mon père, plutôt que de discuter de ce désaccord qui est le fait que il nous attend à une certaine heure, on arrive en retard, ça le dérange, et du coup, comment on fait pour se mettre d'accord et trouver une solution à cette situation? Il s'amusait à m'accuser, notamment moi, de ne pas l'aimer, de vouloir lui faire du mal, de chercher à lui créer un nouveau problème de santé, parce que c'était son truc favori, c'était de m'accuser d'être à l'origine de ses problèmes de santé, et donc de commencer justement à m'accuser de lui vouloir du mal, de chercher à lui nuire, etc., parce que il avait besoin de se positionner comme une victime pour pouvoir dire tout ce qu'il avait sur le cœur, alors qu'on partait juste d'un simple conflit ridicule qui était celui d'un retard de 5 minutes. Donc lui, plutôt que de juste admettre que ça le met dans une situation très inconfortable, que ça lui crée des
des angoisses quand on arrive en retard, qu'il a plein d'insécurités liées au fait que les gens n'arrivent pas à l'heure, etc. Enfin bref, plutôt que de vivre avec cet inconfort, le partager et essayer de le surmonter, la manière de gérer le conflit, c'était de le transformer en agression et donc de dresser un portrait de moi comme étant la responsable de tous ses problèmes, la coupable de tout ce qui va pas dans sa vie, etc. Et donc de détourner l'attention sur moi et ce que je fais de mal plutôt que de juste parler de lui et de ses angoisses personnelles. Lancer une accusation contre quelqu'un pour faire de cette personne une agresseuse, un agresseur, c'est une manière en fait de justifier une colère qui est disproportionnée, qui n'est pas adaptée à la situation de conflit et surtout ça permet de ne pas assumer ses responsabilités en fait personnelles et de dire pourquoi nous, avec nos émotions négatives, on est responsable du conflit aussi. L'escalade c'est aussi et surtout un frein à la connaissance de soi parce que c'est vraiment, comme elle le dit, un écran de fumée, vraiment on va tout masquer, on va rendre tout opaque et on ne va pas vouloir voir en quoi nous, on peut faire quelque chose pour améliorer la situation et prendre notre part de responsabilité. Non, la seule et unique raison de pourquoi on se sent mal et de pourquoi ça ne va pas, c'est parce qu'on a été agressé et c'est à cause d'une personne ou d'un groupe de personnes. Moi, ça me parle beaucoup cette image de l'écran de fumée parce qu'en fait, j'ai vécu ça toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai essayé de faire un pas vers mon père pour lui expliquer que sa colère était complètement disproportionnée et qu'en fait, elle masquait quelque chose de bien plus profond, je me suis retrouvée à m'en prendre 10 fois plus plein la gueule derrière parce que j'avais eu l'audace d'essayer d'expliquer pourquoi il allait mal alors qu'en fait la raison de pourquoi il allait mal était toute trouvée, c'est que moi j'étais un monstre, point barre. Donc non seulement l'escalade empêche la connaissance de soi, là mon père était incapable d'identifier ses besoins, ses peurs, ses insécurités, de communiquer là-dessus, etc. Donc non seulement ça t'empêche d'en savoir plus sur toi, mais en plus de ça, ça se renforce perpétuellement parce qu'à force de le faire, tu finis par te convaincre d'être dans une prophétie autoréalisatrice dans laquelle, dans ton monde, t'es convaincu que tout ce qui t'arrive n'est jamais de ta faute et c'est toujours parce que les autres font quelque chose de mal, les autres ne sont pas assez bien, les autres te violentent, les autres ci, les autres ça. Sarah Schulman, elle explique que quand on est témoin d'une situation de conflit, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas intervenir, pour elle, c'est pas forcément une bonne chose. Elle pense qu'il faut intervenir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui permettent d'envenimer le conflit et de mettre le feu aux poudres, comme il y a des actions qui peuvent permettre de trouver les origines d'un conflit et de la souffrance vécue par la personne qui justement se sent agressée. Donc il faut apprendre à identifier les actions qui permettent de mettre en lumière les origines du mal-être et différencier ces actions-là de celles qui vont juste mettre de l'huile sur le feu et épaissir ce nuage de fumée. Le problème, c'est que on n'a pas tous le même entourage. Certaines personnes appartiennent à des groupes, que ce soit des groupes d'amis, de famille, de collègues de travail, peu importe, mais certaines personnes appartiennent à des groupes qui ont tendance justement à être nocifs et à être nuisibles entre guillemets en ce qui concerne justement la communication, le bien-être, le soin entre les uns et les autres. Mais il existe aussi des groupes, des communautés dans lesquelles justement on normalise le fait de parler de ce qu'on ressent, de ses émotions, de se montrer vulnérable, justement d'encourager la communication, etc. Et donc l'autrice, elle dit qu'en fonction des groupes auxquels appartiennent les personnes qui se sentent agressées, eh ben on va plus ou moins être capable de l'apaiser en fait. Parce que si cette personne qui se sent agressée dans une situation de conflit n'appartient qu'à des groupes qui sont justement nuisibles pour elle, ben ça ne fait que renforcer sa croyance de persécution, d'être une victime, etc. Et ça ne permet pas justement de résoudre le problème. On reviendra tout à l'heure sur l'importance des groupes dans la résolution des conflits, mais là, Sarah Schulman va intégrer quelque chose qu'il faut garder bien en tête pour le reste de la vidéo, c'est qu'elle va dissocier les gens dans deux groupes distincts. Donc il y a le groupe des personnes qui ont un statut dominant socialement parlant et le groupe des personnes qui sont traumatisées. Alors attention, c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe qu'on peut pas faire partie de l'autre. Très clairement, tu peux être une personne dominante socialement sur un aspect de ton identité et être traumatisée par rapport à un autre aspect de ton identité d'ailleurs. Tu peux très bien être une femme blanche dominante dans un système raciste, mais du coup vivre de la misogynie et du sexisme parce que tu vis aussi dans une société sexiste. Enfin bref. Tout ça pour dire que ces groupes ne sont pas exclusifs l'un par rapport à l'autre, mais ils sont quand même importants à conceptualiser dans la mesure où quand elle parle de personnes qui ont un statut dominant, elle définit les gens qui utilisent la domination sociale pour justifier la violence en interprétant des situations de conflit comme étant des situations d'agression. Pour reprendre les exemples des vidéos précédentes, on a la situation d'un policier blanc qui tire sur une personne noire qui conduit. Et en fait, pourquoi ce policier blanc se permet de tirer sur cette personne noire? Parce qu'il pense qu'il va être agressé, et c'est son racisme qui lui permet de penser qu'il va être agressé, alors que probablement la situation initiale n'était qu'un conflit de base. Donc les personnes dominantes socialement justifient leur comportement oppressif
en interprétant les actes des personnes qu'elle déteste comme étant des agressions envers elle et donc justifier pourquoi elles sont racistes, pourquoi elles sont homophobes, pourquoi elles sont misogynes, pourquoi elles sont classistes, etc., etc. Alors que dans le groupe des personnes traumatisées, le fait d'interpréter comme une agression des situations conflictuelles ne se fait pas du tout pour les mêmes raisons que la personne dominante. Elle ne le fait pas pour exercer son pouvoir forcément sur l'autre, son pouvoir social, sa domination sociale. Elle le fait parce que justement ces traumatismes sont trop difficiles à vivre, ils sont trop vivants, ils sont trop puissants et donc c'est plutôt un comportement de déni, un comportement de fuite qui va avoir les mêmes résultats, c'est-à-dire on va partir d'une situation de conflit, l'interpréter comme une agression, se poser en victime et justifier des comportements de merde à travers cette interprétation. Dans tous les cas, l'autrice insiste fortement sur ce point. Les personnes qui ont été traumatisées fortement et qui ne sont pas passées au-dessus de leur traumatisme peuvent adopter et souvent adoptent des comportements qui sont similaires à celui de leur bourreau, similaires à celui des personnes qui sont dominantes socialement, qui exercent de la violence sociale, à nouveau consciemment ou pas, et on va voir en quoi justement ces comportements se répondent et sont en fait des miroirs l'un de l'autre. Attention, ça veut pas dire que les conséquences sont les mêmes. Les conséquences de la violence exercée par une personne dominante ne sont pas les mêmes que les conséquences de la violence exercée par une personne traumatisée qui n'arrive pas à gérer son traumatisme. Mais dans tous les cas, le fait de faire des liens entre ces deux types de comportements, pour moi, en tout cas, ça fait sens parce que j'arrive à voir en quoi dans mon histoire c'est vrai. Moi, j'ai été violentée et maltraitée pendant de nombreuses années et je sais que j'ai reproduit des mécanismes qui ne sont pas les miens, qui sont juste le résultat de la violence que j'ai vécue. Et du coup, pour moi, ça fait sens de dire que effectivement, ce sont des miroirs, sans pour autant dire que ça se vaut et que cette violence est équivalente. Jamais la violence que moi j'ai vécue n'est comparable avec ce que moi j'ai pu faire vivre à d'autres gens par rapport à l'échelle, par rapport juste au fait que c'était un homme qui s'en prenait à une femme constamment, que c'est un adulte qui s'en prenait à un enfant, qui a un rapport économique aussi, enfin bref. C'est pas pour dire que c'est la même chose, bien évidemment, mais on peut quand même trouver des points des points communs tout simplement et ça aide à analyser les situations et à les améliorer. On va prendre un exemple très concret pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc aux États-Unis, il y a un concept qui s'appelle le DWB, c'est Driving While Black. En gros, ça veut dire conduire quand t'es noir. En fait, c'est tellement commun et c'est tellement courant que des personnes noires au volant se fassent arrêter pour un oui ou pour un non et se fassent violenter par la police aux États-Unis qu'on en a fait carrément un concept sociologique pour définir ce que c'est justement de conduire quand t'es pas blanc, quoi. Et donc, l'autrice explique que quand t'es blanc, occuper cette position, ça fait qu'on va probablement jamais se faire interpeller de la même manière qu'une personne noire et que même peut-être pour nous, ça n'existe pas le fait de se faire interpeller au volant quand on n'a rien fait de spécial. Genre, c'est une réalité qui n'existe pas tout simplement parce que depuis notre posture, on l'a jamais vécue et donc on sait même pas qu'elle existe. En fait, cette posture dominante socialement ne permet pas à la personne qui l'occupe de réaliser en quoi cette posture en dit long sur sa réalité à elle, parce que pour elle c'est un acquis, pour elle c'est juste comme ça, c'est un fait. La personne dominante va juste constater qu'il ne lui arrive rien et donc va considérer que c'est dû au fait qu'elle se comporte bien, qu'elle n'a rien à se reprocher, etc. Alors qu'en fait non, c'est probablement dû à sa couleur de peau. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce qu'elle va parler de la différence entre le moi réel et le moi idéalisé. Dans cette situation, la personne blanche qui ne se rend pas compte qu'elle vit dans une société raciste ou en tout cas qui ne veut pas le voir, elle a une perception d'elle-même qui est idéalisée, c'est-à-dire qu'elle va se dire qu'elle se comporte bien, c'est pour ça qu'elle ne se fait pas interpeller, qu'elle n'est pas raciste, qu'elle n'est pas du tout responsable d'une manière ou d'une autre d'actes racistes dans sa vie, etc. Et donc elle a un moi idéalisé parce qu'elle est convaincue qu'elle n'a rien à se reprocher, entre guillemets, tandis que y a un moi réel qui est celui du fait que probablement que cette personne a pu exercer des actes racistes ou a pu avoir des pensées racistes, même sans s'en rendre compte d'ailleurs, mais le fait de ne pas l'admettre, le fait de ne pas vouloir s'en rendre compte et voir qu'effectivement on occupe cette place et donc de fait on a pu avoir des comportements racistes, ça fait que cette personne a une vision idéalisée qui est loin de son moi réel. Et donc Sarah Schulman, elle explique que plus l'écart entre le moi idéalisé et le moi réel est grand, plus l'inconfort ressenti est difficile à surmonter. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne vont jamais vouloir comprendre quel est l'écart, en fait, entre les deux, et qui vont rester bloquées dans leur vision idéalisée de leur personne, et qui vont justement utiliser le processus d'escalade pour toujours alimenter cette version idéalisée de soi. Pour reprendre l'exemple qu'on était en train d'utiliser depuis tout à l'heure, une personne blanche qui ne s'en rend pas compte, qui nie l'existence des violences policières et même d'un système raciste dans sa société à elle, c'est une personne qui va typiquement pouvoir justifier ces violences en disant que non, ce jeune homme mineur noir non armé de 17 ans représentait effectivement un danger et pouvait justement agresser les gens alors qu'à la base, il y avait probablement juste une situation de conflit et un policier qui
qui a abusé de son pouvoir. Mais les personnes qui ne se rendent pas compte de leurs privilèges et de leur position dominante vont justifier cette violence en disant non, cette personne allait nous agresser, cette personne était dangereuse, etc. N'est-ce pas les commentaires sous ma vidéo concernant le meurtre de Naël. Bref, pour en revenir au propos du livre, elle explique que du coup il y a un écart entre le moi idéal et le moi réel et qu'il est très inconfortable à prendre en considération, que très souvent les gens ne veulent pas admettre qu'il existe un écart et vont laisser que cet écart grandisse toujours plus. Et comment est-ce qu'il grandit toujours plus ? À travers ce processus d'escalade qui permet de ne pas se remettre en question et de ne pas se regarder en face et de ne pas se responsabiliser dans les situations qui nous sont inconfortables. Le problème, c'est qu'elle nous dit, page 140, que la brèche qui ne cesse alors de se creuser entre le moi réel et le moi fantasmé est insupportable à vivre, la réalité devient inacceptable, impossible, nous nous retrouvons immobilisés. Nous avons tous et toutes eu affaire à un moment ou à un autre à la figure du patriarche, du mal dominant, du nationaliste, du raciste ou simplement du petit notable de province qui ne tolère aucune opposition, n'a jamais tort, ne s'excuse jamais et pique des colères dès qu'il se trouve confronté à des expériences qui diffèrent des siennes. Il dénigre les autres mais ne supporte aucune critique le concernant. Il peut user de sarcasme et de cruauté pour détruire les autres mais sa compréhension des émotions est pour le moins superficielle. Il ne laisse pas les gens lui donner leur version des faits, il ne cherche pas à résoudre les problèmes car cela reviendrait à admettre qu'il a fait une erreur, ce qui est impossible, il est minable, le genre à envoyer un email agressif mais à ne pas décrocher le téléphone quand le ou la destinataire l'appelle pour discuter du conflit, il n'admet pas la complexité et les personnes qui l'entourent ne le contredisent pas. Sa partenaire, ses amis, les personnes qui ont l'impression d'être protégées ou valorisées par lui ou qui bénéficient de son pouvoir font en sorte que les autres ne s'opposent pas à lui. Elles détournent les critiques qui lui sont agressées, elles sont prudentes quand il se trouve dans les parages et se voient récompensées pour cela. Il ne demande jamais aux autres « Qu'est-ce que tu ressens ?» et ne dit jamais « Je ne comprends pas ce qu'il se passe, comment est-ce que tu vois les choses ?» Il se comporte comme si les autres devaient être à ses ordres et lorsque ce n'est pas le cas, il les punit, les intimide, les exclut et les accuse à tort, organise des exclusions de groupe, produit des récits alternatifs, il est capable d'user de la menace, d'en appeler à la loi, voire même de recourir à la violence. Il attend des autres personnes qu'elles obéissent une fois qu'il a affirmé sa position, qu'elles y adhèrent, et c'est ainsi que le problème est résolu à travers l'obéissance. Donc là, on a parlé du comportement de la personne dominante qui ne veut pas se remettre en question et qui interprète un conflit comme étant une agression. Maintenant, on va s'attarder sur le comportement de la personne traumatisée dans le chapitre qui s'appelle « Comportement post-traumatique quand le savoir devient insupportable ». Donc l'autrice, elle explique qu'effectivement, les personnes qui ont été traumatisées et qui n'ont pas surmonté leur plus gros traumatisme, souvent se retrouvent à se comporter de la même manière que les personnes qui sont littéralement à l'origine de leur traumatisme, et souvent sans s'en rendre compte et sans jamais l'admettre. Elle explique que souvent ces personnes refusent d'écouter et d'intégrer les informations qui risquent d'altérer leur estime d'elles-mêmes qui est déjà très écorchée par les traumatismes. Et même si les informations nouvelles qui viendraient remettre en question ce qu'elle pense d'elle-même pourraient être bénéfiques pour cette personne sur le long terme et justement lui apporter sérénité et bonheur, etc., même quand ce sont des informations qui peuvent être positives, les personnes traumatisées souvent refusent de les accueillir parce que justement elles ont une estime d'elles-mêmes qui a été tellement écorchée, qui a été tellement rabaissée, piétinée, etc., que voilà, elles créent une muraille dans laquelle rien ne rentre et l'image qu'elles ont d'elles-mêmes ne doit pas bouger, ou en tout cas le moins possible. Donc pour reprendre le parallèle, chez les dominants, ce refus d'information, il est lié à un sentiment d'impunité, et lié au fait qu'ils pensent disposer d'un droit naturel, en fait, c'est un acquis en fait pour eux de ne pas se poser de questions. Ils n'ont pas à se poser de questions, ils n'ont pas à se remettre en question parce qu'en fait ils font rien de mal, ils sont très bien, et puis c'est leur statut de dominant qui leur permet de dire ça. En fait, ils sont convaincus de ne rien avoir à se reprocher, alors que pour les personnes qui sont traumatisées, ce refus il est lié à une peur panique que leur moi, qui est déjà très fragile, se détériore, se détruise à tout jamais en fait. La personne traumatisée cherche juste à préserver le plus possible le peu qu'elle a réussi à préserver d'elle et de protéger en fait cette partie-là pour qu'elle ne soit pas détruite entre guillemets jusqu'au bout. Donc effectivement, elle va faire preuve aussi de manque de nuance, de rigidité, mais pas pour les mêmes raisons qu'une personne dominante. À nouveau, ça ne veut pas dire que parce que tu fais partie d'un groupe, tu fais pas partie de l'autre. Très souvent, les personnes qui ont des comportements dominants ont été traumatisées à d'autres endroits de leur identité et ça explique comment tu passes d'un groupe à l'autre. Mais du coup, à la page 143, elle nous dit « C'est peut-être parce que la domination des uns est à l'origine des traumatismes des autres que les deux fonctionnent en miroir. Et bien évidemment, beaucoup des agresseurs ont été ou sont également des victimes. Le problème avec les personnes qui ont été traumatisées, c'est que la confiance qu'elles ont en elles-mêmes et en leur propre capacité de se protéger, elle a été complètement abîmée ou détruite, et donc forcément, elles vont se sentir menacées,
y compris dans les situations où il n'y a strictement aucun danger perceptible à l'horizon. Page 144, l'autrice nous dit « La principale différence entre la manière dont les personnes dominantes et les personnes traumatisées vivent leurs angoisses et leurs projections, c'est que les premières les considèrent comme des droits, tandis que les secondes les vivent avec honte. Si les actes sont similaires, exclusion, accusation, projection ou refus de réparation, les sentiments auxquels ils sont associés sont bien différents. Cette honte d'origine traumatique comprend pour elle une part de narcissisme. Parce qu'en gros, elle va expliquer que quand on a été traumatisé, on va avoir une croyance qui est propre d'ailleurs, qui est commune à toutes les personnes qui ont été violentées, maltraitées, etc. C'est qu'on a une croyance que personne, jamais, ne peut comprendre ce qu'on a vécu, qu'on est le seul ou la seule à avoir vécu ce qu'on a vécu, qu'absolument personne ne peut ressentir la même chose que nous, comme si vraiment c'était un événement exceptionnel qui ne pouvait être compris que par nous. D'où la dimension narcissique. Alors que non, et on le voit bien, quand une personne traumatisée se retrouve avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes, ça fait du bien, ça permet de sortir la tête de l'eau, une douleur partagée est une douleur allégée, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de groupes existent de personnes qui se réunissent entre elles pour parler de leur traumatisme en commun, ou voilà, qu'elles ont vécu des choses similaires, et justement sortir de ce narcissisme, ça permet de s'apaiser et de se sentir moins persécuté, moins paranoïaque, moins en danger tout simplement. Donc oui, lorsque l'image d'une personne a été extrêmement détériorée, maltraitée, violentée, il est normal que cette personne devienne complètement intolérante à la différence et juste réagisse aux différents déclencheurs qui lui rappellent son traumatisme. Donc forcément, cette personne va confondre angoisse et vulnérabilité. Elle peut tout à fait justement surestimer le préjudice qui lui a été fait, interpréter un conflit comme étant une agression et vouloir la protection de personnes qui sont tyranniques, de personnes qui sont dominantes pour justement se préserver elles aussi. Attention, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je suis intimement convaincue que les personnes qui exercent de la violence ont été violentées dans leur vie, mais l'inverse pour moi n'est pas vrai. C'est pas parce que tu as vécu de la violence que tu vas forcément l'exercer. Par contre, si tu en exerces, il y a de très grandes chances que ce soit parce que tu l'aies vécu. La personne traumatisée peut s'en prendre aux personnes qu'elle aime et parfois même se mettre à s'attacher à des gens qui lui rappellent le comportement de ses anciens bourreaux et donc être perpétuellement dans des relations toxiques dans lesquelles on interprète les conflits comme étant des agressions, on se positionne en tant que victime, on déforme la réalité, on se remet pas en question soi-même et donc on entretient perpétuellement cette image de nous dévalorisée, déformée, etc. Et on sort pas du cercle vicieux du conflit. La personne traumatisée qui vit encore avec ces traumas bien présents, souvent va aussi adopter un comportement de contrôle sur les autres et va vouloir absolument contrôler ne serait-ce que les pensées, les émotions, les attitudes des personnes qui l'entourent, à l'image d'une personne dominante qui exerce son pouvoir et sa violence, mais pareil, dans une autre échelle, dans un autre contexte. Et c'est vrai, pareil, moi je le vois dans ma propre existence, c'est ce besoin perpétuel de gérer les situations, d'être au courant de tout, de décider de tout pour tout le monde tout le temps. Ça, je l'ai vécu pendant longtemps et ça m'a demandé énormément de travail de réapprendre à faire confiance, de laisser aller, voilà, d'être dans un relâchement et dans un détachement qui est très très dur à vivre quand t'as été violenté quoi. Pour la personne traumatisée, le fait de devoir s'adapter dans une situation, le fait de devoir faire des concessions, de devoir céder dans un débat, etc., ça peut être littéralement vécu comme un sentiment de menace mortelle. On peut vraiment avoir la sensation en fait que notre intégrité physique est en danger et de la même manière que la personne dominante, du coup, on va interpréter la différence comme une source de danger. À la page 147, Sarah Schulman nous dit « Les personnes dominantes et les personnes traumatisées agissent comme les deux faces d'un même miroir. Elles utilisent des stratégies similaires pour des raisons opposées. Elles rangent les personnes qu'elles ne peuvent pas contrôler dans la catégorie de monstres, de spectres déshumanisés qui ne sont plus que les manifestations de leurs projections angoissées. » Le problème, c'est que souvent, le chemin vers la guérison, la réparation et le fait de surmonter un traumatisme, ça passe par le fait d'être dans une forme de négociation, de lâcher prise, de prendre en compte l'expérience des personnes qui viennent remettre en question notre besoin de contrôle, etc. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vécu comme une mise en danger pour la personne traumatisée et ça demande un travail thérapeutique, un accompagnement, pas forcément un travail psychologique, mais un accompagnement avec des personnes qui permettent à la personne traumatisée de se sentir accompagnée, en sécurité, soutenue et qu'elle n'ait pas l'impression de se jeter dans le vide à la moindre concession en fait. Donc en refusant de communiquer, en passant par des processus d'exclusion et des stratégies d'harcèlement, etc. d'une personne, les personnes dominantes et les personnes traumatisées
permettent à l'engrenage de se mettre en place. Et l'engrenage, c'est quoi? C'est justement ce processus d'escalade dans lequel les gens s'entretuent entre eux, se déchirent entre eux. Le problème, c'est que tout ça, ça laisse la place à l'État d'étendre son pouvoir. Alors là, tu vas dire, c'est quoi le rapport? Si tu vois pas le rapport, je t'invite à regarder les vidéos précédentes, mais c'est notamment à travers l'institution policière que l'État va pouvoir s'immiscer dans la vie des gens pour résoudre leurs problèmes, alors que c'est juste un moyen d'asseoir son contrôle et son ordre social. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une fois l'escalade activée et l'engrenage enclenché, le réflexe de la plupart des gens dans ces situations-là, si elles se sentent vraiment agressées et qu'elles sont convaincues de l'être, c'est qu'elles vont appeler la police. Et donc la police va débarquer pour résoudre, en tout cas arrêter l'agression, et souvent se retrouve dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'agression. Et il n'y a qu'à voir en fait la raison de pourquoi la police est appelée, quel que soit le pays dans le monde, la plupart du temps c'est pour des trucs qui ne nécessitent absolument pas l'intervention de la police. Ça peut être des conflits de tapage nocturne, des malentendus, des problèmes commerciaux, etc. Enfin souvent c'est des choses qui nécessitent une communication et une médiation et non pas l'intervention de quelqu'un qui doit stopper un danger imminent. Ça c'est beaucoup plus rare, alors que normalement c'est la fonction première de la police. Sauf que dans les faits c'est pas ce qui se passe. Dans les faits les gens appellent la police pour un oui ou pour un non, et souvent pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la fonction officielle de la police. Et pourquoi est-ce que les gens se mettent à appeler la police quand l'engrenage est activé? Parce qu'en fait on n'a pas d'outils pour savoir quoi faire avant que l'engrenage s'active. On n'a personne à appeler avant que l'escalade ait eu lieu. Et c'est là que Sarah Schulman propose une alternative, c'est qu'elle dit qu'il faut qu'on forme des gens, et que des gens se forment eux-mêmes, elles et eux-mêmes, pour justement faire ce travail de médiation. Alors, elle n'utilise pas spécialement le mot médiation, mais en gros, elle dit il faut des gens qui soient disponibles et disposés à intervenir dans les situations conflictuelles, parce qu'on ne peut pas attendre des personnes qui sont dans le conflit de prendre ce pas de recul. Et idéalement, les personnes qu'on appelle à ce moment-là appartiennent à des groupes que l'on va qualifier d'équilibrés, entre guillemets, qui sont justes et réflexifs. Donc ça peut être la famille, les amis, la communauté, donc des personnes qui sont sensibles, ouvertes à la discussion, qui font preuve de vulnérabilité, qui sont patientes et qui sont capables de disposer de suffisamment d'amour et de patience et qui ont la conscience nécessaire pour que elles voient ce que les gens impliqués dans le conflit ne sont pas capables de voir. Sauf que le problème, à nouveau, c'est que si tu appartiens à des groupes nuisibles, nocifs, toxiques, etc., ça va juste t'enfoncer toujours plus dans des processus d'escalade et empirer à chaque fois les situations. Donc le moment qui précède le cataclysme et l'escalade, c'est le moment le plus important dans lequel il faut agir. Et ce moment, comment on le reconnaît? C'est le moment où l'angoisse d'une personne est palpable, où on commence à sentir là que c'est bon, ça y est, elle est émotionnellement out of control. Donc page 148, Sarah Schulman nous dit que ce moment, c'est celui où la réaction est logique du point de vue de la personne, sans pour autant constituer une réponse adaptée du point de vue d'autrui. Il semble évident que la création d'une norme sociale qui encouragerait à désamorcer les situations permettrait de sauver de très nombreuses relations, communautés et vies. Mais cela implique de se pencher de très très près sur ce qu'est le phénomène de surréaction et de reconnaître, chose ô combien difficile, que pour certains, l'escalade est un choix et pour d'autres une compulsion. Sarah Schulman explique que du coup, il faut faire en sorte que les gens fassent des compromis et qu'ils acceptent de communiquer au moins sur le fait qu'ils sont en désaccord. C'est-à-dire que tu peux communiquer avec quelqu'un sur le contenu de ce qui vous met en désaccord. Et tu peux être d'accord sur le fait qu'il y a un désaccord. Sauf que souvent, les personnes qui sont traumatisées ou les personnes dominantes, elles pensent que communiquer de cette manière-là avec leur adversaire, leur agresseur, agresseuse, ça revient à partager la même vision des choses. Et souvent, c'est comme ça que les personnes justifient le fait de ne pas vouloir écouter l'autre. Non, mais je suis pas d'accord avec cette personne. Non, mais je veux rien savoir. Non, mais ça m'intéresse pas. Non, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Sauf qu'en fait, on te demande pas d'avoir la même vision qu'elle. On te demande de communiquer sur ce qui ne va pas entre vous et d'être d'accord sur le fait qu'il y a un désaccord. C'est ça la nuance. Et là, on arrive à un nouveau problème, c'est qu'elle dit qu'avec les technologies actuelles, notamment les réseaux sociaux, les smartphones, etc., ces technologies-là facilitent l'engrenage, facilite l'escalade et facilite le fait qu'on soit dans l'exclusion, qu'on coupe les ponts, qu'on stoppe les communications, chose qui est beaucoup plus difficile à faire dans des situations de la vie réelle. Effectivement, dans les interactions réelles du quotidien, les gens vont moins avoir tendance à s'insulter frontalement, à se dire des choses qui dépassent leurs pensées, à bloquer les personnes comme si on pouvait juste les prendre et les foutre à la poubelle et faire comme si elles n'existaient plus. Sauf que dans la réalité qu'est les réseaux sociaux, le monde virtuel, etc., ça c'est possible. Et donc elle dit que la technologie moderne ne favorise pas la communication, en tout cas de ce type. Elle préconise aussi toujours le fait de faire intervenir des personnes tierces à la situation, qui puissent justement voir des choses que les personnes concernées par le conflit ne sont pas capables de voir. Le problème, c'est que souvent, les personnes de l'extérieur qui vont vouloir intervenir, quand elles vont commencer à le faire,
elles vont aussi elles-mêmes se retrouver dans le viseur des gens qui ont envie de faire péter la situation. C'est-à-dire que si toi tu débarques dans une situation de conflit, tu vois qu'il y a deux personnes là qui se prennent grave la tête et qu'en fait toi tu commences à essayer de les faire s'entendre, il est possible que l'une ou l'autre des personnes commence à toi te mettre dans la sauce et à t'agresser toi. Et donc souvent, pour pas devenir la cible soi-même, il y a des gens qui vont essayer d'intervenir, ils voient qu'ils commencent à être eux-mêmes pris en grippe, et donc ils vont se dire ah oui bon voilà, c'est pas mon problème, j'ai essayé, j'ai pas envie moi non plus de m'en prendre plein la gueule, et donc souvent elles vont s'arrêter au moment le plus important. L'autrice poursuit en disant que toute action politique progressiste et non violente qui aboutit positivement repose sur la structure suivante. Numéro 1, les personnes stigmatisées ne peuvent pas être laissées seules. Numéro 2, la communauté doit toujours favoriser la discussion. Numéro 3, il faut qu'il y ait toujours un nombre croissant de personnes qui doivent s'unir pour créer du changement, parce que pour elle, en gros, il faut qu'on diffuse ce message-là jusqu'à atteindre une masse critique de gens qui partagent ce message et qui peuvent vraiment agir pour changer les choses et faire progresser les injustices, etc. Et numéro 4, la discussion ne s'arrête pas simplement parce que la personne engagée dans l'engrenage l'a décrété. À la page 150, il y a un passage qui dit la chose suivante. On le sait, les gens sont tués pour rien tous les jours et par extension, d'autres sont stigmatisés, bannis, humiliés, exclus, menacés d'être dénoncés à la police, enfermés et agressés sans motif. Qu'une personne soit la cible de la cruauté d'un groupe n'a que peu à voir avec le fait qu'elle ait commis un acte qui justifie une telle cruauté. L'existence d'une sanction n'est en aucun cas un indicateur de l'innocence ou de la culpabilité de la personne visée, en particulier quand on n'a pas obtenu sa version des faits. Or, en l'excluant, en l'incarcérant ou en la réduisant au silence, les raisons qui ont mené à la sanction ne peuvent être contestées. Il faut pouvoir contester ces raisons-là, il faut pouvoir parler de tous les détails, à tous les moments, de toutes les personnes, et le fait de ne pas communiquer, c'est ce qui mène à notre perte, en gros. Au cœur du comportement de la personne dominante et de la personne traumatisée, on va retrouver la même chose, c'est le besoin excessif de contrôle. L'autrice va citer une autre personne du nom de Dudley Saunders, je sais pas qui est cette personne, mais en gros, cette personne explique que l'existence d'un groupe autour d'une personne qui surréagit est essentielle. Parce que souvent, quand des gens surréagissent, on leur dit pas qu'ils surréagissent, parce que justement, comme ils surréagissent, on n'a pas envie qu'ils surréagissent au fait qu'on leur dise qu'ils surréagissent. Ça fait beaucoup de surréagir dans la même phrase, mais je pense que t'as capté. En gros, on sait que cette personne, elle exagère, et on sait très bien que si on lui dit un truc, elle va exagérer avec nous aussi. Du coup, souvent, quand une personne surréagit, on ne fait rien. Or, il est primordial et essentiel, pour l'autrice et la personne qu'elle cite, que des gens se responsabilisent et fassent comprendre à la personne qui surréagit qu'elle est en train de faire fausse route. Et de prendre ce risque en fait. Elle explique qu'il existe une responsabilité sociale à réajuster les choses lorsqu'on est témoin de réactions qui sont excessives. Le problème c'est que quand on fait ça, souvent notre comportement peut être interprété comme une forme d'infantilisation. Exemple, t'as deux personnes en conflit, une des deux surréagit et commence à se sentir agressée. Si toi, en tant que personne tiers, tu débarques et tu dis à la personne qui se sent agressée injustement peut-être que tu exagères, cette personne, elle va commencer à avoir l'impression que tu es en train de lui faire la morale, que tu es en train de l'infantiliser, que tu es en train de nier la légitimité de ses émotions, que tu es en train de la prendre pour une enfant qui sait pas se contrôler, etc. Si tu es à une table avec des enfants et leurs parents, et que on refuse un deuxième dessert à un des enfants, et que cet enfant en question se montre complètement hystérique à table et commence à crier, à taper du doigt, à taper des gens, etc. parce qu'on lui a refusé un deuxième dessert, si personne ne réagit, on considérerait que les parents de cet enfant font mal leur travail. Puisque pour le bien de cet enfant et de manière générale pour le bien de tout le monde, il ne faut pas que ce gamin se montre absolument incontrôlable et violent et ait des comportements nuls avec les autres sous prétexte qu'il n'a pas eu de deuxième dessert. Donc, ce qu'on attend d'un parent responsable et bienveillant, c'est d'aller vers son enfant, de le rassurer et de lui demander pourquoi il surréagit, qu'est-ce qui est à l'origine de cette réaction excessive, et de faire comprendre à cet enfant que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on lui refuse un deuxième dessert, et donc comprendre s'il y a un traumatisme derrière cette réaction. Donc si on trouve que c'est normal de faire ça avec des enfants et qu'on fait ça pour leur bien et pour le bien de tout le monde, pourquoi on n'est pas capable de le faire entre adultes? Alors là, tu vas me dire, parce que les adultes ne sont pas des enfants. Certes, le problème c'est que beaucoup d'adultes se comportent effectivement comme des enfants blessés en fait, et ne se rendent pas compte qu'effectivement ils ont des comportements qui sont complètement immatures émotionnellement parlant. Donc oui, et moi je suis d'accord avec l'autrice, il faut avoir le courage d'aller vers les gens, au risque qu'ils aient l'impression que tu les infantilises, mais de leur dire quand ils surréagissent, quand ils ont des réactions excessives, pour leur bien. Et ici, on n'est pas en train de dire qu'il faut nous aller sauver les gens, que nous on sait mieux que les autres, qu'est-ce qui est bien pour eux, etc. Il s'agit de se mettre juste d'accord sur le fait que tous les jours on côtoie des gens qui ont des réactions inadaptées, qui ont des réactions excessives de violence envers autrui, et que
Effectivement, le réflexe de la majorité des gens, c'est de ne rien faire, de fermer les yeux et d'après aller commérer dans le dos des autres. Ouais, une telle, un tel, ah mon dieu, elle a réagi comme ça, oh non, c'est une gamine, etc. Mais en fait, à quoi ça sert d'aller parler dans le dos des gens et de critiquer le comportement des gens si en fait on n'est pas capable de le remettre en question en face au moment même où il a lieu? Page 160. Affirmer que cette personne a mal agi parce qu'elle était très angoissée et qu'elle se sentait coupable d'être submergée par cette angoisse qui l'empêchait de réfléchir calmement est en réalité un acte de compassion et d'amour. Ce n'est pas une insulte, c'est une marque de compréhension. Ce n'est pas méchant, au contraire c'est gentil et cela revient à reconnaître la souffrance de l'autre. Tout le monde souffre et si l'on pouvait reconnaître que cette souffrance est bel et bien réelle, on aurait un peu plus de facilité en tant que communauté à s'aider les uns les autres. Je te renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs années, alors évidemment aujourd'hui ma pensée là-dessus a évolué, mais le fond du propos est toujours le même. C'est une vidéo dans laquelle j'avais fait la revue du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Dans ce livre il y a plein de trucs bullshit qui servent à rien et qui disent de la merde, mais grosso modo le propos profond du livre c'est de dire qu'en gros on a tous des blessures, on a tous des traumas et le fait de reconnaître que tout le monde souffre et que la majorité des réactions qu'on a découlent de cette souffrance, ça permet de vachement mieux communiquer les uns avec les autres et d'avoir de meilleures relations. Toujours dans le but d'encourager le fait de relever la surréaction et les comportements d'exagération chez les autres, elle continue à la page 143 en disant « La personne dominante qui reproche aux autres de ne pas être parfaite et la personne traumatisée qui s'effondre littéralement si elle prend conscience de l'existence d'une faille s'adressent l'une à l'autre en disant « C'est toi qui as besoin d'aide ». Alors que la personne responsable qui comprend que toutes les parties participent au conflit dit « Nous avons besoin d'aide ». Si l'on pense vraiment que quelqu'un a besoin d'aide, alors on l'aide. Affirmer « Tu as besoin d'aide, je vais donc aggraver tes problèmes en t'excluant et en te harcelant » est clairement contraire à toute éthique. C'est hypocrite et c'est socialement néfaste. L'accusation n'est rien d'autre qu'une nouvelle excuse pour laisser libre cours à l'escalade en nous glorifiant nous-mêmes. Donc pour elle, c'est un acte d'amour, de compassion et de bienveillance que d'aller vers les gens et leur dire « Je pense que tu surréagis probablement parce que tu es blessé, viens on en discute ». Dans la suite du livre, elle va parler de 4 cadres de pensée qui permettent justement de réfléchir à des alternatives pour résoudre les conflits et ne pas les transformer en agression. Les 4 cadres qu'elle va analyser en question sont les suivants. Donc le premier c'est la psychanalyse classique, le second c'est la psychiatrie contemporaine, le troisième c'est la pleine conscience bouddhiste états-unienne et la quatrième c'est le groupe Al-Anon, un programme de soutien aux proches de personnes alcooliques qui est complémentaire au programme des alcooliques anonymes. Elle s'attarde pour chacun de ces cadres de pensée sur la philosophie de ce qui se passe dans ces espaces-là. Donc elle va parler de la philosophie de la psychanalyse classique et de comment la psychanalyse interprète, c'est parti dans tout un truc, toute une analyse sur le lien entre les névroses personnelles et la montée du fascisme, bref, il y a plein de trucs très intéressants, mais ça part très très loin. Dans tous les cas, c'est 4 cadres de pensée qui proposent tous la même chose, et je pense que ce qui nous intéresse, c'est ces solutions-là, c'est les points communs qu'il y a entre ces cadres d'analyse et ceux qu'ils proposent pour justement trouver des alternatives dans ces situations-là. J'ai écrit des notes sur chacun de ces cadres et tout, mais là je me rends compte à nouveau que ça fait 2 heures que je tourne, que la vidéo s'allonge et que finalement, ce qui compte, c'est de savoir concrètement les solutions qui sont proposées et pas les détails de chacun de ces cadres, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Enfin bref. Ils s'accordent tous sur la même conclusion, c'est-à-dire que l'origine de la violence, qu'elle soit sociale ou personnelle et qui cause une très très grande souffrance, repose sur le fait qu'il existe des réactions qui déclenchent les phénomènes suivants. Ces réactions ne laissent pas le choix aux personnes de communiquer ou pas. Ces réactions ne laissent pas la place à la prise en compte des causes, des justifications, des contextes de la situation. On s'en fout, on veut rien entendre. Ces réactions nient toute responsabilité dans sa participation à l'une des 2 parties du conflit. Et ces réactions empêchent l'autocritique. À partir du moment où une réaction, surréaction, crée ces 4 éléments, on est dans une situation où se crée la violence et peut être exercée à grande échelle comme à une échelle interpersonnelle. Et donc ce que préconisent tous ces mouvements, c'est le fait de prendre son temps et de communiquer avec l'aide des autres. D'où l'importance de créer des communautés qui sont briefées sur les notions de justice transformatrice, de justice réparatrice, sur des outils de communication non violente, sur de la médiation, sur le fait juste de discuter et de trouver des moyens, des cadres dans lesquels on discute, de prévoir des moments, des espaces, des personnes qui sont là pour faire en sorte qu'ils existent, parce qu'en fait c'est juste qu'on n'a pas on ne crée pas ces espaces, on ne crée pas ces outils, et il faut donc penser à les créer. Elle finit son livre en disant que transformer notre culture pour en faire une culture guidée par le soin, l'attention de l'autre, la responsabilité, ça requiert que nous soyons toutes
tous et toutes capables de faire la différence entre un danger réel et un danger projeté. Il faut aussi savoir faire la différence entre se sentir mieux et aller réellement mieux. Parce que le problème, c'est que dans tous ces processus nocifs, c'est-à-dire de transformer un conflit en agression, etc., c'est que ça permet aux gens de se sentir mieux temporairement parce que ça préserve leur image de soi, ça préserve leur cadre de pensée, leur paradigme, etc. Mais ça leur permet pas d'aller réellement mieux et de guérir en fait là où il y a blessure. Donc oui, créer des boucs émissaires, refuser d'avoir certaines informations sur nous ou sur nos proches, détourner l'attention de nos problèmes, se poser en victime, exclure quelqu'un pour unifier une identité de groupe, etc. Tous ces mécanismes-là, ça permet effectivement aux gens de se sentir mieux ponctuellement, mais ça ne permet pas de réellement résoudre l'origine du mal, l'origine de la violence, l'origine de la souffrance. Il faut donc favoriser le fait de fréquenter des groupes qui vont être dans la promotion de l'acceptation, qui vont accepter l'idée d'inconfort, l'idée de désaccord, qui vont permettre la remise en question, qui vont permettre de reconnaître les contradictions qui peuvent exister au sein d'une même personne ou de soi-même, et plus généralement juste fréquenter des groupes qui savent composer avec la nature d'un conflit et qui vont pas systématiquement le transformer en agression. Donc pour finir le livre, elle rappelle quelques principes fondamentaux à retenir de sa pensée. Donc j'en ai retenu 4, mais il y en a plus. Donc le premier, c'est que l'exclusion, c'est toujours une mauvaise chose, et selon elle, c'est même la pièce maîtresse de toutes les injustices sociales, ce qui est vrai la plupart du temps. Quand une injustice sociale existe, c'est parce qu'on a décidé qu'un groupe social ne méritait pas d'être inclus dans la société au même titre que les autres. Le deuxième principe, c'est que le fait de se liguer contre une seule et même personne, c'est un processus qui est profondément déshumanisant et qui participe à un système de domination, même si la personne contre laquelle on se ligue est une personne qui est effectivement coupable, responsable de certains actes répréhensibles. Le troisième principe, c'est qu'il faut absolument apprendre à communiquer dans la vraie vie et sortir des mécanismes des technologies actuelles, modernes, pour se rappeler qu'en fait, nous existons en tant qu'êtres humains avec une humanité, des émotions, un langage non verbal, un ton, une posture, etc. Et tout ça, c'est des éléments de communication qui doivent être pris en compte pour résoudre des conflits et qui ne sont pas pris en compte quand on communique par email, par tweet, par SMS, par WhatsApp, etc. Et le quatrième principe dont elle parle, c'est qu'il faut toujours préconiser l'intervention d'un tiers dans un cas de harcèlement collectif, et c'est la seule réponse morale possible dans ce genre de situation, faire intervenir autrui pour temporiser et prendre du recul sur la situation. Je vais finir cette vidéo en te lisant le dernier passage du livre qui dit la chose suivante. Les personnes progressistes n'excluent pas, elles interviennent quand une exclusion de groupe est en train de s'organiser. En définitive, quand des groupes s'allient pour rejeter, faire du mal ou accuser une autre personne, c'est le pouvoir de l'État qui est renforcé. Parce que l'État ne cherche pas à comprendre les causes. Parce que l'État ne veut pas que les choses s'améliorent. Il ne souhaite pas que les gens se comprennent. Les appareils de l'État servent à ce que le pouvoir soit conservé par les dominants et à punir celles et ceux qui contestent ce pouvoir. C'est aussi ce que font les familles toxiques et les mauvais amis. Mais rien n'enraye la déshumanisation aussi efficacement qu'une invitation chez soi, autrement dit un moment où l'on peut regarder une personne dans les yeux, entendre sa voix et l'écouter. Comme d'habitude, c'est pas parce que je fais la revue d'un livre ou d'une autrice ou d'un auteur que je suis d'accord avec l'entièreté de ce que cette personne dit. En fait, ça va de soi parce que genre on n'est jamais d'accord à 100% avec quelqu'un, genre même nos proches, même nos amis, enfin genre ce serait bizarre et ce serait... Enfin bref, c'est juste logique en fait de prendre ce qu'il y a à prendre, de laisser ce qu'il y a à laisser. Et donc moi, voilà, je t'ai partagé ce qui, à mes yeux, mérite d'être pris, d'être partagé. Il n'y a pas tout dans ce livre, moi, qui m'a paru juste ou approprié. Il y a plein de choses, plein de critiques que je pourrais lui faire. Et il y a des parties que je n'ai juste pas comprises. Il y a des parties où vraiment j'étais larguée et j'étais là, genre mais qu'est-ce que je suis en train de lire ? Je vois plus du tout le lien avec le propos de base. Donc voilà, j'espère que mes vidéos t'auront facilité la lecture si c'est un livre que tu as lu ou que tu comptes lire ou que tu es en train de lire. Dans tous les cas, si c'est le cas, bah dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, où tu en es, ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a permis d'ouvrir comme porte. Je suis très contente d'avoir fait le résumé de ce livre, même si c'était chaotique et que de toute façon ces vidéos personne ne les regarde parce que voilà, au bout d'un moment quand ça fait 3 vidéos que tu résumes le même livre, je comprends que les gens soient gavés, mais pour les personnes qui sont là, qui tiennent bon et pour qui c'était important d'aller autant dans le vif du sujet, bah j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura apporté voilà, des nouvelles pistes de réflexion. Moi en tout cas, ce livre vraiment je le prends comme tout de même quelque chose d'assez important dans ma pensée actuelle. Ça va faire partie justement de mes références, je pense, pour un tas de choses par la suite. Donc vraiment, c'était important pour moi de faire ces vidéos résumées pour pouvoir bien dérouler le fil de la pensée de Sarah Schulman, qui est une pensée que je partage en grande partie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires. Si c'est pas le cas, tu peux le faire aussi, toujours dans la bienveillance et le respect. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort. Bisous!